Alors, on va parler de nouvelles technologies, on va parler de nouvelles technologies en matière de santé, ce qu'on appelle e-santé. Je vais vous proposer un petit exercice. Projetons-nous dans 10 ans. On est en 2025. Les objets connectés, la santé numérique sont multipliés, sont développés. Ce qu'on appelle la santé 2.0 fait partie de notre quotidien. Plus personne ne penserait vivre désormais sans porter un bracelet connecté, rythme cardiaque, calories brûlées, pression artérielle, nombre de pas qu'on fait tous les jours. Rien n'échappe à ce bracelet connecté. Relié à une application dédiée, il donne accès à toutes les informations importantes, allergie, glycémie, taux de cholestérol, etc. En 2025, l'autoconsultation est devenue pratique courante pour chacun. Balance connectée pour calculer sa masse corporelle, programme de suivi des femmes enceintes, scanner capable de déceler un virus dans la salive, l'e-santé est partout et partout dans la journée. Santé numérique et domotique se rejoignent. La maison s'est métamorphosée en espace de vie connecté. Prédiction et prévention reculent ou évitent les recours au traitement. En cas d'alerte, plus besoin de se précipiter chez le médecin. Il est consultable à distance et dispose, lui, de toutes les informations utiles à partir de vos Healthbook pour pouvoir vous conseiller, pour pouvoir vous soigner à distance. Ça fait maintenant des années que la plupart des Français se connectent à des services de consultation en ligne, en 2025 bien sûr. Chacun dispose d'un abonnement personnalisé, individualisé, accessible 24 heures sur 24. En face, un médecin a accès à tout son dossier médical. En cas de besoin, l'ordonnance est directement envoyée au pharmacien. Et la pharmacie en ligne, c'est totalement imposé. Vous recevez directement vos médicaments chez vous, plus besoin de se déplacer. Les médicaments sont livrés à domicile. En 2025, la désertification médicale dont on parle tant aujourd'hui en France n'est plus qu'un lointain souvenir. Dans les zones rurales, en France ou même dans tous les pays étrangers, dans les pays à forte surface, les salles d'examen virtuelles sont multipliées, offrant à chacun ce qu'il a le droit d'attendre, c'est-à-dire des soins de plus haute technologie, des soins de haut niveau, où qu'ils soient situés sur le territoire. Même chose pour les maladies chroniques. Insuffisants cardiaques ou diabétiques sont en relation permanente avec des professionnels de santé, grâce aux objets connectés et au contact direct. Les médecins de 2025 ont changé eux aussi. Applications dédiées et assistants électroniques leur permettent de réaliser leur diagnostic avec une absolue précision et sans risque de se tromper. Nourries par des millions d'examens médicaux, les applications sont capables d'identifier les pathologies les plus rares et de les diagnostiquer le plus finement. Le médecin est devenu un spécialiste du traitement et non plus du diagnostic, et est devenu aussi un spécialiste de la relation humaine pour accompagner ce traitement. Et pour le patient, plus de risque d'oublier la prise d'un traitement grâce au pilulier électronique. Certains médicaments contiennent une puce miniaturisée qui réagit au suc gastrique pour produire un signal vers différents appareils connectés en lien avec le médecin traitant et pour évaluer, modifier, adapter le traitement. Est-ce que tout ce que je vous raconte là ressemble à de la science-fiction? Pas vraiment, pas tout à fait. Tout ce que je vous raconte là, tous les exemples existent déjà. Ils existent, ils sont divers, ils sont éparses. Ils ne sont pas organisés. La santé numérique existe de 2025, existe déjà en 2015. Simplement, le système de santé ne s'est pas adapté, n'a pas organisé cette santé numérique en système. Et est-ce que cette santé numérique, cette e-santé, est synonyme de fracture? Des applications qu'on a pu voir, qu'on va voir, que certaines vont nous être présentées, sont l'illustration du contraire de cela. Au contraire, ces applications et cette santé numérique peuvent réduire des fractures. Elles vont contribuer à réduire ces fractures. Mais il ne faut pas que cette santé numérique soit plaquée à un système pour en cacher, pour en pallier les insuffisances. Il faut au contraire que repenser un système de santé dans nos pays développés, mais aussi dans les pays qui se développent aujourd'hui, en utilisant cette santé numérique et organiser le système avec, comme à tous, ces nouveaux capacités de cette santé numérique. Quel est l'objectif? Rendre le système plus efficient, plus égalitaire et plus solidaire, parce que c'est bien le souci aujourd'hui. Éviter aussi le discours qui est insupportable pour des gens comme nous et comme vous, sûrement ici dans la salle, c'était mieux avant. La logique de l'économie positive, c'est justement de faire en sorte que ce soit mieux demain et surtout que le progrès soit partagé par tous. Il ne faut donc pas lutter contre ce progrès, avoir de recul par rapport à ce progrès apporté dans le domaine de la santé par les santé numériques, mais au contraire, l'apprendre, l'apprivoiser, l'accompagner. Dans le système de santé pour la médecine, donc comme le disait tout à l'heure, je suis médecin depuis un certain nombre d'années maintenant,
c'est un fait. J'ai vu l'évolution du système de santé, l'évolution de la médecine. Il y a eu des changements très importants. Dans le système de santé, il y a eu des ruptures. Pendant longtemps, en gros, entre la fin de la guerre et les années 80, en gros l'apparition du sida, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, le système de santé pensait qu'il savait tout traiter. C'est un peu la santé toute puissante, notamment avec l'arrivée des antibiotiques. Pour beaucoup de domaines de la santé, des maladies infectieuses. Les antibiotiques sont arrivés, c'était une révolution. On a le sentiment qu'on dominait les, systèmes, les principales maladies, qu'on les comprenait. Et progressivement, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas les dominer et on est passé d'un système où on guérissait les maladies aiguës. En gros, on a eu une maladie aiguë, on la guérissait, on en mourait. Maintenant, on sait traiter des maladies, on les accompagner. On a un système de santé où la médecine est devenue aussi palliative, c'est-à-dire qu'on accompagne des pathologies qui viennent des pathologies chroniques, soit des pathologies graves ou moins graves. On sait que certains cancers sont devenus aujourd'hui des maladies chroniques. On sait vivre avec des cancers, c'est-à-dire que les techniques arrivent à maîtriser la maladie, à la tenir à distance, pas la guérir, et on arrive à vivre avec des pathologies. C'est une grande révolution, et les médecins ont un certain mal à changer. Pour moi, et à s'adapter à cette évolution de la médecine, qui est une révolution fondamentale et qui permet justement, ce que vous disiez tout à l'heure, et ce que je pense Jacques Attali disait ce matin, permet l'espérance de vie de bonne santé de croître et de croître tout le temps en France, notamment dans les pays développés et dans les pays moins développés. Pour moi, la médecine de demain s'articulera autour de 4 P. Elle sera prédictive, elle sera préventive, elle sera personnalisée et elle sera participative. Elle sera prédictive, c'est-à-dire que, notamment par exemple avec le séquençage génomique, on pourra prévoir de quelles pathologies vont arriver pour telle ou telle personne, avec des risques, c'est-à-dire que quand c'est une pathologie qu'on sait traiter, qu'on sait anticiper, qu'on sait prévenir, c'est une bonne chose, on pourra l'anticiper. Il y a aussi des pathologies qu'on ne sait pas traiter. Et là, ça pose un vrai problème, y compris un problème éthique. Qu'est-ce qu'on fait d'un diagnostic comme la chorée de Huntington, par exemple, c'est toujours l'exemple qu'on prend, puis une réalité. On sait qu'on va avoir une cure de Huntington sur un gène, on ne sait pas le traiter, comment va-t-on le gérer? Deuxièmement, il sera préventif et on pourra toujours prévenir les complications d'une pathologie. Prenons le diabète. Je ne suis pas là du diabète. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont diabétiques et vivent correctement avec leur diabète grâce notamment aux nouvelles techniques. Le diabète, on pourra le prédire, on pourra le prévenir. On pourra ensuite personnaliser. On sait aujourd'hui personnaliser le traitement, c'est-à-dire qu'avec les nouvelles techniques, on sait adapter le traitement à chacun et faire en sorte que tout le monde vive bien avec sa maladie et que ces nouvelles techniques, jour après jour, heure après heure, personnalisent le traitement en fonction de la personnalité de chaque individu et même de son composante génétique et même de sa composante chromosomique. Enfin, la médecine sera participative, c'est-à-dire que l'usager, le malade, n'est plus un simple objet, mais un véritable acteur de sa propre santé. Par exemple, aujourd'hui, tous les médecins le savent, il n'y a pas un patient qui apprend une pathologie ou un diagnostic sans aller sur Internet pour se renseigner. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Plus un malade est compétent, plus un malade comprend sa maladie, plus il accompagne et plus la relation médecin-malade est forte. Une des interrogations qu'on peut avoir, c'est est-ce que cette médecine des 4 P pourra... est-ce qu'avec cette médecine des 4 P, les médecins auront un rôle important ou pas? La crainte des médecins, c'est de dire, et il y a des débats là-dessus, cette santé numérique va supprimer le rôle des médecins. Pour moi, c'est totalement faux. Simplement, les médecins ont un rôle totalement différent, ont un rôle d'accompagnement, une autre valeur ajoutée, une valeur ajoutée encore plus forte. Plus le patient sera compétent, plus il aura d'éléments, plus la valeur ajoutée du médecin sera plus fine. Et c'est là où il y aura un vrai rapport avec l'humain et où le médecin sera aux côtés de son malade pour l'aider pour l'accompagner pour aller plus loin. Et donc les médecins devront intégrer la santé numérique et ne pas en avoir peur, comme trop de médecins l'expriment aujourd'hui. Et donc c'est indispensable qu'ils se saisissent, qu'ils se saisissent cette santé numérique, qu'ils l'accompagnent et qu'ils ne s'y opposent pas. Le thème initial de mon intervention, c'était est-ce que les nouvelles technologies sont vecteurs de progrès social? En effet, un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est diminuer les inégalités en matière de santé dans les pays développés, en France ou plus largement dans le monde. Et les inégalités dans tous les domaines, en matière de prévention, où elles sont encore plus criantes
que dans d'autres domaines. Par exemple, on voit bien que le problème de l'alcoolisme, le problème du tabac, le problème de toutes les addictions, ou même le problème de l'obésité ne se posent pas de la même façon sur les classes sociales. Donc, les problèmes de prévention, le problème du diagnostic, où il y a des vraies inégalités, et le problème du traitement et de la prise en charge. Pour atteindre cet objectif, les nouvelles technologies... Et pour atteindre cet objectif, la question qu'on peut se poser, est-ce que les nouvelles technologies sont un outil de réduction de ces inégalités ou un outil d'accroissement des inégalités si les nouvelles technologies sont mal partagées? C'est un enjeu majeur pour nous, pour tous les gens qui s'occupent de santé, pour les gens aussi qui réfléchissent sur l'économie positive, et pour les mutuelles, que je représente ici. Les mutuelles sont un acteur aussi de la santé d'aujourd'hui et de la santé de demain. Par exemple, elles essaient de faire en sorte de mettre en place des systèmes, faire partager ces nouvelles connaissances. Un exemple tout bête, dans son de région, les mutuelles possèdent des EHPAD, des établissements pour personnes âgées et personnes en difficulté. Et dans ces EHPAD, pour éviter la désertification médicale, on met en place des systèmes de télémédecine qui rejoignent les EHPAD à des CHU. Et ça évite aux personnes de se déplacer et ça apporte des connaissances. Aujourd'hui, le sujet, c'est que la compétence aille vers les malades et que chaque patient puisse bénéficier des soins de meilleur niveau. On peut le faire aujourd'hui et tous les acteurs doivent y participer pour éviter ces inégalités. C'est pour ça d'ailleurs que les mutuelles contribuent à des Living Labs qui réunissent des industriels qui découvrent et innovent, des soignants qui utilisent les nouvelles technologies et des patients qui doivent en profiter. L'objectif est de s'assurer que ces nouvelles technologies sont une vraie avancée et non une simple bulle médiatique ou une simple mode, et qu'elles répondent à un réel besoin. Actuellement, on sait qu'il y a plus de 100 000 applications en matière de santé, il en est tous les jours, et c'est le domaine dans lequel il y a le plus de développement, tellement il y a d'attentes sur la matière de santé. Le problème de fond aujourd'hui, c'est s'assurer que ces nouvelles technologies apportent un vrai plus et ne sont pas simplement une mode. S'assurer qu'elles contribuent effectivement à l'inégalité, à réduire les inégalités et à améliorer le système de santé. Et c'est bien là, quelque part, le sens de l'économie positive, s'assurer que le progrès soit à la fois partagé, soit réel, soit partagé pour l'ensemble de la population. Voilà ce que je pouvais dire pour commencer le débat sur cette santé numérique, qui pour moi est un enjeu majeur et surtout pour moi porteur d'optimisme et de progrès, à condition qu'il soit accompagné, qu'il soit partagé. Restez une petite minute, docteur. À minuit 39, on a été planté par un intervenant. Vous pouvez aller voir sur le fil Twitter de Laurent Alexandre. Vous voyez qu'apparemment, il avait déjà prévu depuis longtemps de nous planter, mais il l'a dit à minuit 39, donc un petit bonjour amical au fondateur de Doctissimo. Et son intervention portait sur demain, nous vivrons tous 150 ans, et puis Ray Kurzweil aux États-Unis, où des gens de Google sont en train de mettre beaucoup d'argent sur les nouvelles technos dans la santé pour nous aider à devenir immortels. Est-ce que c'est vraiment un fantasme yankee ou est-ce qu'il y a quelque chose de vrai? S'il avait été là, donc je ne vous demande pas de vous muer en Laurent Alexandre, mais c'est possible ça, qu'on vive tous 150 ans? Alors, même avec les nouvelles technologies, je ne pourrais pas me muer en Laurent Alexandre, qui a beaucoup plus de talent que moi et qui est beaucoup plus prédicateur que moi. Alors, sur les 150 ans, il reste en fait des courbes. Aujourd'hui, on gagne un trimestre d'espérance de vie tous les ans, et depuis des années, on pensait il y a quelques années qu'on arrivait à un plafond, et on continue. Et il y a des découvertes aujourd'hui absolument fabuleuses qui fait qu'effectivement, on sait traiter un certain nombre de choses. Cependant, je pense, moi, profondément, et je ne suis pas le seul, que tout ça, c'est un peu de la science-fiction, et qu'il y a des limites au corps humain. Le corps humain s'use, il ne pourra pas aller aussi loin. Mais c'est vrai que les progrès donnent un espoir d'aller... Ce qui est formidable, c'est, vous voyez, je disais tout à l'heure que je suis un vieux médecin, et je suis médecin depuis longtemps. Quand j'étais jeune, l'âge aujourd'hui est pour un vieux monsieur. Alors, je n'ai pas le sentiment d'être vieux, est-ce que c'est réel ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je fais des choses qu'on ne peut pas faire avant. Donc c'est vrai qu'on gagne l'espérance de vie en bonne santé, c'est ce qui est important. C'est vrai aussi que toutes ces firmes qui travaillent dans ce domaine-là, qui ont un capital formidable, c'est le traitement des données. Qu'est-ce que fait Google en matière de santé? Google a énormément de données, et avec ces données, ils vont plus loin dans la recherche, ils vont plus loin dans la compréhension des pathologies, donc ils vont plus loin dans la prévention des pathologies. On peut penser effectivement qu'on a des champs énormes de progression, pour autant, sur 50 ans, ça me semble beaucoup. Vous savez, à un moment, il disait 1000 ans, Laurent Alexandre. Donc là, il a quand même considérablement réduit ses prévisions. Ouais. Je pense qu'il va s'arrêter à 150 ans. On voit de plus en plus de centenaires, et des fois, on se demande si c'est vraiment quelque chose qu'on peut espérer, ou si, malheureusement, la vie humaine n'a pas une fin. Le tout, c'est que cette fin soit au bon moment et éviter les morts précoces et les morts illégitimes, comme on dit.
Sur ce très beau mot, je vais vous remercier. Merci infiniment, docteur.